Salut, je suis Cyriaque Bogou et aujourd'hui je vais parler de climat avec vous. Oui, de climat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous voyons tous malheureusement les effets du changement climatique dans nos villes, dans nos villages, dans nos régions et surtout sur notre continent et le monde entier. Et j'ai eu la chance de vivre auprès de ma grand-mère, Feu Mimi Goï, qui nous a malheureusement quittés. Avec elle, j'arpentais les villages, les champs pour voir nos braves paysans faire ce travail. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces braves paysans ne savent même plus quand il va pleuvoir, quand il ne va pas pleuvoir pour pouvoir gérer leurs semences ou bien leurs récoltes. Je m'engage aujourd'hui auprès de l'AFD, donc l'Agence française de développement, pour vous faire vivre un road trip, un voyage sur les initiatives du climat. Comment le financement de cette agence française a de l'impact sur nos populations et voire même notre pays. Je ne peux pas en dire plus, mais je vous laisse nous suivre dans ce road trip. Je suis aujourd'hui avec Philippe Roudier, donc expert climat de l'AFD, qui va nous parler déjà de cet investissement de l'AFD en Côte d'Ivoire, mais après qui va nous parler de certains concepts. Si je vous dis atténuation ou adaptation, est-ce que ça vous parle? Je pense que comme moi, ça ne me parle pas trop, mais comme nous sommes avec Philippe, il nous en dira un peu plus. Donc Philippe, bonjour. Bonjour Cyriaque, ça va? Ça va. Est-ce que tu peux nous parler de l'investissement en termes de climat de l'AFD en Côte d'Ivoire? Bon, c'est vrai que ça fait longtemps, tu as raison, qu'on investit dans le climat en Côte d'Ivoire. J'ai fait les calculs de 2017 à 2023. On a investi à peu près 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 655 milliards de francs CFA dans des projets à co-bénéfice climat. Donc c'est quand même un chiffre assez important, mais ce qu'il faut souligner, c'est juste l'accompagnement en fait, de la Côte d'Ivoire dans ses engagements. Ce n'est pas nos projets, c'est vraiment les projets de la Côte d'Ivoire qu'on est heureux d'accompagner. Donc les projets de la Côte d'Ivoire. Mais le citoyen lambda que je suis, peut-être qu'il ne comprend pas cet investissement, il ne le voit pas, il ne le juge pas. Est-ce que tu peux nous en dire déjà, c'est quoi quand on dit adaptation, quand on dit atténuation dans le domaine du climat? Alors c'est vrai que tu as raison, hein, dans le monde du climat, il y a deux grands mondes, hein. Il y a l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est un petit peu réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous savez, hein, le changement climatique, c'est les émissions de CO2. Et quand on fait de l'atténuation, on vise à moins en émettre. Voilà. L'adaptation, en revanche, c'est un petit peu différent. On constate hein, qu'il y a du changement climatique, qu'il va y en avoir, et on vise un peu à modifier ces pratiques. Donc, vous avez une activité, vous allez modifier, changer vos pratiques, vous adapter en fait pour réagir en fait à ces impacts du climat, donc actuellement et aussi dans le futur. Donc, si vous voulez, c'est deux types de projets qui sont un petit peu différents et on soutient les deux en Côte d'Ivoire. Merci et j'espère que vous en savez plus en termes d'adaptation et d'atténuation grâce aux explications de notre expert, donc Philippe Roudier de l'AFD. Alors Cyriaque, pour voir si tu as bien suivi en fait, les définitions d'atténuation ou d'adaptation, j'ai préparé quelques petites questions à te poser pour voir voilà, si c'est bien acquis et aussi pour les followers bien sûr. Donc première question, pour sa riziculture irriguée, M. Kouakou décide de passer d'une motopompe classique diesel à une motopompe solaire. Est-ce que c'est de l'atténuation ou de l'adaptation? Là, je pense qu'il réduit ces trucs à effet de serre, donc c'est de l'atténuation. Eh oui, bravo, pas mal, bravo. Oh yes! Allez, deuxième question. Attention, il y a peut-être un piège. Madame Seri a 2 hectares de cacaoyers en plein soleil. Suivant les conseils de sa coopérative, elle décide de mettre des arbres dans ses champs, du fraqué, du petit cola, etc. Et elle s'oriente vers l'agroforesterie. Est-ce que c'est de l'adaptation ou atténuation? Tac, 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 tac. C'est difficile. Est-ce que là, elle a son cacao et à l'intérieur, elle plante d'autres cultures? Je dirais adaptation. Eh ben, tu as raison, mais c'est aussi de l'atténuation. C'est là qu'il y avait le piège. En fait, comme elle plante des arbres, les arbres, ça stocke du carbone. Donc, en fait, ça enlève
le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Donc c'est une option d'adaptation et d'atténuation en même temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on accompagne plusieurs projets, dont certains que tu vas aller visiter sur l'agroforesterie justement. Mais en tout cas, bravo. Hein. Merci Philippe pour toutes ces informations et surtout pour le quiz. Et je suis content d'avoir pu répondre, ouais, sauf la dernière où il y avait le petit piège et autres. Mais bon, nous allons aller sur le terrain pour vous montrer ce qui est réellement fait avec l'investissement de l'AFD. Donc vous pourrez voir via ce road trip que nous allons commencer. Et dernier mot Philippe, ton dernier mot ce serait lequel? Eh ben, mon dernier mot, c'est que tu fasses un bon voyage sur le terrain. Hein. Je pense que tu vas aller voir des projets qui sont intéressants, hein, aussi bien en atténuation qu'en adaptation. Donc, essaye de faire le plein d'expériences et puis d'essayer de rapporter à tous tes followers un peu ce qui se passe sur le terrain, les projets qu'on soutient et surtout en fait les efforts que tous ces gens-là, les agriculteurs, les équipes projets font sur le terrain pour faire que le futur climatique soit meilleur en tout cas. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Quant à vous qui nous suivez donc en ligne, ne bougez pas parce que cette aventure, ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement mes équipes, mais c'est ensemble que nous allons la faire. Donc partagez, likez, discutez aussi donc, dans les commentaires. Suivez-nous en ligne, suivez l'aventure, suivez ce road trip, donc l'AFD sur le climat, parce que c'est une affaire de tous quand on parle du climat. Là, nous partons à la Sodexam à la découverte du projet Vigiclim dont a parlé l'expert de l'AFD. Donc, c'est dans tout ce qui est météorologie. Donc, on va voir à quoi ça sert ce projet et comment il s'implémente dans la vie de nos agriculteurs et de la population, surtout dans la lutte du changement climatique. Merci beaucoup, M. Kindia, de nous recevoir ici à la Sodexam. C'est moi qui vous remercie. Soyez les bienvenus. Merci encore. Donc, à la Sodexam, vous travaillez sur un projet qui est Vigiclim. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ok, effectivement, le projet Vigiclim, c'est un projet que l'État du Côte d'Ivoire a initié. Le projet Vigiclim, c'est un système de vigilance, d'alerte des services climatiques et météorologiques pour fournir des services aux usagers. En un mot, c'est pour moderniser le service météo de Côte d'Ivoire. Le projet Vigiclim a 5 composantes. La première composante, c'est la fourniture et installation des systèmes d'observation. La deuxième composante, c'est les systèmes d'information. La troisième composante, c'est la construction du centre opérationnel, c'est-à-dire le centre d'alerte précoce, où il y aura aussi le centre régional d'étalonnage et de maintenance d'instruments au niveau régional. La quatrième composante, c'est le renforcement des capacités du service météo et en général de la Sodexam. Et la cinquième composante, sont des applications agrométéorologiques et les prévisions de multirisques au niveau national. Tout ce système intégré permettra à l'État de Côte d'Ivoire de faire des prévisions plus détaillées. Nos prévisionnistes pourront utiliser tous ces systèmes, ces stations qui seront installées et ces systèmes qui seront déployés pourront faire des prévisions à maille fine. Est-ce possible de nous faire visiter le centre de prévision de la Sodexam? Ok, je vous y invite. Nous allons aller vers la salle de prévision météorologique de la Sodexam où vous allez voir comment est-ce que les systèmes sont utilisés par les prévisionnistes. Ici, nous sommes à la salle de prévision de la Sodexam. Donc, c'est dans cette salle-là que se passe tout ce qui est en termes de prévision météorologique. Voilà. Donc, quand vous dites prévision météorologique, c'est
quoi concrètement? En fait, la prévision, d'abord, c'est un domaine de la météorologie qui est chargé de prévoir, d'avancer dans le temps. Avec les différents paramètres météorologiques, soit les paramètres primaires qui sont la température, le vent, l'humidité, la pression atmosphérique. Donc, c'est ces paramètres-là qu'on on fait évoluer dans le temps pour donner une prévision météorologique. Mais pour faire évoluer ces paramètres, il faut bien évidemment avoir des outils. Donc, ces paramètres nous sont fournis grâce à des stations météorologiques. Donc, actuellement, nous avons 14 stations synoptiques étendues un peu sur l'ensemble du pays. Et avec le projet Vigiclim, on va aller jusqu'à 31 stations. Ces activités-là sont faites par des ingénieurs qui font une veille météorologique. Donc, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous sommes à l'ère du changement climatique, donc on a une variabilité des phénomènes météorologiques. Donc, sans cette veille-là, ça sera difficile de pouvoir capitaliser. Et au-delà de ça, ces informations aussi sont utiles à nos parents paysans. Parce que grâce à ces informations, ils peuvent planifier soit les semis ou la récolte de leurs produits. Nous avons l'outil du projet Vigiclim, qui est Synergie Web. En fait, c'est un outil web très performant qui nous permet d'allier à la fois les observations, d'allier à la fois les modèles, d'allier à la fois l'évaluation des messages aéronautiques et d'allier à la fois les tâches par rapport à chaque prévisionniste. On aura un radar. Or, le radar, il est vraiment important dans la vigilance météorologique. Donc, ça nous permet d'être encore plus pointus en donnant l'information météorologique. Donc, avec le radar, on peut savoir la quantité exacte des quantités d'eau précipitable dans le nuage. Donc, on peut dire que dans ce nuage qui arrive, il peut prévoir, par exemple, 300 mm de pluie. Donc, on sera encore plus précis. On encourage la population à faire corps avec les informations météorologiques pour organiser et planifier les différentes activités. Hello depuis Bouaké, nous sommes là pour vous expliquer ce qui est fait véritablement dans ce projet, dans le cas du changement climatique en termes de résilience du coton. Donc, sachant que la Côte d'Ivoire fait partie des pays producteurs de coton dans le monde, nous allons aller voir ce qui est fait auprès de nos chercheurs. Bonjour, M. Syriac. Comment vous allez? Très très bien. Donc si je comprends bien ici, c'est là que la magie s'opère. Oui. Ici, nous sommes en face d'un tunnel dans lequel nous sélectionnons des variétés qui résistent au manque d'eau. Quand vous dites manque d'eau, c'est-à-dire? Nous sélectionnons des variétés qui peuvent utiliser la plus petite quantité d'eau pour faire leur croissance et donner de la production, c'est-à-dire des cotons graines. Wow. Donc, pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau, puisque nous sommes dans des conditions de sécheresse, conditions de changement climatique. L'eau est vraiment utilisée de façon rationnelle. D'accord. Donc là, est-ce qu'on a la possibilité de voir la magie qui est faite chez vous ici? Monsieur Syriac, on peut venir à l'intérieur. Monsieur le directeur. Ici, vous rentrez. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Voilà. Wow. Ici, nous sommes dans le tunnel. Nous avons des gobelets. Nous faisons la sélection de variétés contre le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau. Et dans ces godets-là, nous faisons la germination des variétés, compte tenu du fait que nous n'avons pas assez de semences. Et après la germination, nous faisons ce qu'on appelle la transplantation dans les différents pots. Et lorsque les plants sont dans les pots, nous ajustons l'eau. C'est-à-dire nous apportons différentes quantités d'eau pour voir quel serait le comportement de ces variétés en fonction de ces différentes quantités d'eau que nous apportons. Et après, parmi ces variétés, nous verrons la variété
qui résiste mieux au manque d'eau, puisque c'est ça qui est l'objectif de notre travail. Ensuite, quand on a la variété qui résiste mieux au manque d'eau, nous allons en grandeur nature, c'est-à-dire à la station coton, les planter et voir leur comportement. Et ensuite, nous pourrons faire des mesures agronomiques pour pouvoir tirer le meilleur de ces variétés et pouvoir les proposer à nos parents producteurs. Ici, nous sommes sur une parcelle de sélection donc pour l'amélioration génétique du cotonnier. Quand vous dites parcelle de sélection, vous faites allusion à quoi? Oui, c'est une parcelle de sélection, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de lignées, c'est-à-dire qui constituent des éléments qui sont issus d'un croisement, donc d'une descendance issue d'un croisement, à l'intérieur duquel on va choisir des individus qui présentent des caractéristiques d'intérêt. Ok. Voilà. Donc là, tout à l'heure, de l'autre côté, nous, on a vu des plants à qui on donnait moins d'eau, donc pour voir sa résistance. Oui. Donc après là-bas, qu'est-ce qui se passe ici dans votre champ? Oui, donc après là-bas, quand les plants vont atteindre leur stade de maturité, on va comme à ce stade par exemple, nous allons récolter les semences qui sont issues de ces plants qui présentent les meilleures caractéristiques que nous allons envoyer sur ces parcelles-là ici. Voilà, donc ici, il y a d'autres paramètres qu'on va évaluer et à la fin, on pourra choisir même encore à l'intérieur de ces populations qui auront été semées, certains qui présentent des caractéristiques qui nous intéressent. Donc, quand vous dites caractéristiques qui vous intéressent, c'est quoi concrètement? Voilà, donc la résistance à la sécheresse, ça veut dire que le manque d'eau, ça veut dire que par exemple, si les pluies ne viennent pas comme il se doit, il faut que la plante puisse résister. Voilà, et comme le paysan, par exemple, si les pluies se raccourcissent à cause du changement climatique, il faut que la plante soit capable de produire dans un laps de temps pour que le producteur puisse capitaliser son investissement. Nous avons décidé de mettre en place le projet RESCO avec des activités qui pourront faire face aux effets néfastes du changement climatique. Donc ce projet a 4 composantes. La première composante qui est liée à la durabilité du cotonnier, qui est un projet qui permet de relancer tout ce qui est comme recherche qui va s'adapter aux effets du changement climatique. Et c'est le Centre national de recherche de Côte d'Ivoire, qu'on appelle le Centre national de recherche agricole, qu'on appelle le CNRA, qui travaille sur toutes ces innovations que nous sommes en train de mettre en place. Dans la composante 2, nous allons parler de tout ce qui est comme productivité et tout ce qui est comme professionnalisation. Donc, en termes de productivité, nous allons essayer de mécaniser et de motoriser aujourd'hui la production de coton. Nous avons déjà commencé la préparation des sols avec les labours, avec les tracteurs. Nous sommes arrivés au deuxième niveau qui est le traitement phytosanitaire avec les drones. C'est dire quoi? Traitement phytosanitaire avec le drone. Par le passé, nos parents utilisaient de longues pompes avec des produits communautaires. On met soit le produit au dos et vous voyez à un certain niveau du cotonnier, le producteur ne peut plus avancer. Donc il fait des chutes, le produit se verse soit dans le champ où le producteur lui-même est contaminé, malgré qu'il a des outils de protection, mais il y avait quand même des risques. Et il faut traiter un hectare en un jour ou en 2 jours. Aujourd'hui, avec le drone, vous allez traiter l'hectare en 10 minutes et le producteur a de fortes chances de ne pas être touché par une seule goutte du produit. Donc protéger la santé du producteur, épargner aussi le producteur de toute cette forme de toxicité. La troisième composante qui est liée à la commercialisation. Parce que le coton, quand il est produit, il faut le commercialiser, il faut l'évacuer du champ qui est au niveau des villages vers les usines de dégrainage qui sont situées en ville. Et il faut emprunter des pistes rurales. Ces pistes-là sont considérablement dégradées. Il y a un fort taux de dégradation de ces pistes avec ces effets du changement climatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration de la pluviométrie dans une période et qui agresse considérablement nos routes en terre et qui les dégrade considérablement. Aujourd'hui, ça crée une scission totale entre certains villages qui ne peuvent même plus accéder à la ville. Donc nous sommes obligés de reprofiler non seulement ces pistes, mais de créer carrément des pontes, nous appelons ça des dallos, pour pouvoir relier ces villages,
pour pouvoir faciliter l'évacuation de la production des champs vers les villages et du village vers les usines de grainage. Pour aborder la quatrième composante, sachez que nous allons parler du renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles. En fait, la culture du coton est faite par de petits producteurs. Et ces petits producteurs sont organisés en associations, et ces associations de villages qu'on appelle des organisations professionnelles agricoles. Et ce sont ces organisations professionnelles agricoles qui ont un fort impact de développement local. Et ce renforcement de capacité que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de capaciter toutes ces organisations de telle sorte qu'elles soient professionnelles et qu'elles pratiquent des activités qui permettent à ces organisations de vivre et de mieux s'occuper de la production de coton. Et cela permet de lancer durablement la production de coton. Merci à l'Agence française de développement qui ne cesse d'appuyer la filière coton depuis ces dernières années. Et nous disons que les résultats sont aujourd'hui palpables et visibles dans le cadre du RESCO, mais les effets du changement climatique et la nature du changement climatique restent complexes. Donc nous lançons un appel aux autorités avec les efforts que nous sommes en train de mener, mais il reste encore des efforts complémentaires à faire. Nous avons besoin de leur appui technique, de leur appui financier et de l'appui institutionnel pour relancer durablement cette production cotonnière de coton. Parce que le coton est la locomotive économique du Nord et contribue considérablement à la sécurité alimentaire de toutes les zones de production de coton de Côte d'Ivoire. Là, nous sommes en direct d'Adzopé. Avec Philippe, on parlait des investissements de l'AFD dans le climat en Côte d'Ivoire. Mais c'était peut-être abstrait parce qu'il y avait beaucoup de chiffres. Mais là, on va vous emmener tout à l'heure dans des plantations pour qu'on voit concrètement comment cela a de l'impact dans la vie des populations. Aussi, comment il y a cette collaboration entre la population et les autorités locales. Et c'est ce qu'on veut vous emmener à voir. Donc, n'allez pas loin, suivez-nous juste, suivez-nous juste. Dans ce champ de cacao pour vous présenter notre approche de l'agroforesterie à base de cacao. Agroforesterie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? L'agroforesterie, pour dire simplement, c'est associer sur une même parcelle des cultures avec des arbres forestiers. Donc ici, nous avons par exemple un Ivinja gabonensis qui est appelé le clé, qu'on a implanté ici. Et la présence de ce Ivinja sera bénéfique à tous les cacaoyers aux environs par la fertilisation qui provient de la litière, c'est-à-dire les feuilles qui vont tomber vont permettre de fertiliser le sol. L'ombrage que va engendrer cet arbre va permettre de protéger les cacaoyers à proximité. Et donc l'Ivinja aussi étant présent va permettre une conservation de l'humidité dans le sol, ce qui luttera contre la sécheresse. Donc notre approche vraiment de l'agroforesterie est faite du fait qu'on apporte un arbre pour résoudre un problème lié à la cacaoculture dans une zone. Les plantations qui sont âgées, qui ne sont plus productives, les producteurs ont tendance à les délaisser pour aller couper de nouvelles forêts et encore pire, aller agresser la forêt. Donc, pour mieux lutter contre, en tout cas, ce phénomène, il faut les aider à réhabiliter la plantation qui ne donne plus. Pour que les champs qui sont vieillissants, qui ne donnent plus, puissent encore reprendre de plus belle. Ainsi, on
on a la chance de garder un peu de forêt et aussi de ne pas aller agresser la réserve qui est à côté, qui est nos biens à nous tous. Nous mettons à cœur l'éducation des enfants parce que ce sont les éco-citoyens de demain. Nous voulons planter en eux une fibre environnementale afin que ceux-ci soient des ambassadeurs de la réserve naturelle de Mabiyaya et soient porteurs du message auprès de leurs parents, auprès de leur environnement propre. Nature en danger. Acceptons la lutte contre la disparition d'espèces, tous ensemble, unis pour le développement durable. Respectons la planète, économisons les ressources pour les générations futures. Je vous remercie. La sauvegarde de l'environnement est une obligation pour chaque habitant de ce village parce que nous ressentons les effets du réchauffement climatique. À cet effet, une opération de planting d'arbres a été initiée par mes soins pour que l'ancien site du village soit érigé en une eau de forêt. La vie de l'homme rime avec la vie de l'arbre. Donc autant que nous sommes, nous devons protéger la nature pour les générations futures.